je pense que beaucoup de gens, là où peut-être ils se fourvoient, ou ils font l'erreur d'essayer peut-être d'accumuler du Bitcoin pour se dire tiens, je vais le revendre à un moment donné, ou de le voir uniquement à travers le prisme, je me répète, hein, mais de le prisme tu vois, du fiat, alors qu'en fait, ceux qui font ça, tu vois, c'est de se dire bah ouais, je suis plus riche là. Tu vois, j'ai gagné de l'argent. Ouais, mais en fait, en termes de pouvoir d'achat, si tu avais gardé ton Bitcoin et si tu l'avais gardé en collatéral et que tu avais, par exemple, tu l'avais utilisé pour extraire de la valeur Mmh. sans le vendre, tu serais plus riche aujourd'hui en termes de pouvoir d'achat sans le vendre et sans déclencher l'impôt, parce qu'il y a aussi tout l'impôt sur la plus-value et tout ce qui s'ensuit. C'est ça Tu qui est veux que je te important. présente le petit tableau parce que pendant qu'on parlait, Ouais, j'ai été chercher vas-y. justement Michael Saylor Bitcoin Strategy. Petit crédit à là où j'ai été chercher l'info, hein. On va essayer de pas voler le contenu des gens. Donc là, c'est extrait le tableau Macmos. et la stratégie exactement qu'on va présenter, c'est extrait de la vidéo Michael Saylor Bitcoin Strategy Explain. Donc effectivement, c'est la stratégie que présente Michael Saylor, ce que tu viens d'évoquer, de ne jamais vendre son Bitcoin et de pouvoir extraire de la valeur petit à petit au fil du temps. Et au final, c'est une stratégie qu'utilisent les personnes qui ont vraiment beaucoup d'argent, pas que dans la crypto au final. Une fois que tu as vraiment beaucoup d'actifs qui travaillent et en plus qui prennent de la valeur régulièrement, comment on fait pour extraire de la valeur de ces actifs sans avoir besoin de les vendre, donc toujours en restant exposé à la classe d'actifs et surtout sans avoir à payer d'impôts, parce que tu sais très bien que si tu vends, tu auras du capital gain, des gains de capitaux, et donc en fonction de là où tu es, tu peux te faire saigner plus ou moins. En France, c'est quand même assez important ce que tu tapes en termes d'imposition quand tu vends tes actifs. Donc en fait, ce qui est proposé par Michael Saylor, c'est de se dire, comme ça n'arrête pas de gagner en valeur le Bitcoin, mettons qu'on commence avec un bac d'une valeur de 100 000 dollars, donc qui est quand même assez important. Et au niveau des gains, donc là, dans la première colonne, on a la valeur de notre bac qui n'arrête pas d'augmenter. Les gains, le pourcentage annuel, donc ce qu'on va gagner par rapport à la valeur initiale chaque année. Donc vous voyez qu'on est quand même sur 200%, ce qui peut être important. 200%, voilà, on gagne un x2 par rapport à notre bac initiale. Mais il y a quand même ce côté un peu dégressif, c'est-à-dire que plus ça va avancer, plus on va avoir des retours sur investissement qui vont être faibles, de la volatilité qui baisse. On sait très bien que des x3, des x4, des x5 sur Bitcoin, ça sera peut-être très sûrement pas au niveau sur lequel on est faisable sur ce cycle-là. Donc, mettons un 100% qui est un x2, c'est déjà quand même pas mal. Donc, qu'est-ce qu'il fait? On a notre valeur, les gains annuels. Donc, c'est-à-dire, par exemple, première année, on a notre bac à 100 000 dollars. Le Bitcoin, sur ce cycle-là, on a réussi à faire, mettons, 200% annualisé. Donc, on gagne 200 dollars. OK. 200 000 dollars, attention, hein. Donc, on va le rajouter. Pour l'instant, on touche à rien. On a juste un pack de 100 000 dollars qui gagne en valeur. On monte donc 200 000 qui viennent s'ajouter aux 100 000 initiaux. On passe à 300 000. L'année d'après, on arrive à faire, il se passe 150%. Donc là, on a un gain de 450 000 dollars. Donc, on l'ajoute encore à notre bague initiale. On est d'accord que le bague initial est important et que c'est quand même assez favorable en termes d'augmentation annuelle, même si c'est vrai que depuis le départ, Bitcoin, on est quand même sur une augmentation annualisée. On parle grosso modo de choses comme ça quand même, hein. Jusqu'à 2020, on était sur du 200% annualisé. Donc en lycée, bien sûr, il y a des années où on est dans le négatif, il y a des années où on sera plus dans le positif, mais en annualisé, on était autour de 100%. Donc là, il faudra voir un petit peu où c'est que ça constitue après ce cycle. Mais du 100% annualisé en lycée, c'est pas non plus quelque chose de déconnant pour ces classes d'actifs. Avec ce que vient de présenter Thibaut, c'est largement faisable. Donc là, on continue notre stratégie jusqu'à l'année 5 au final, où on laisse grossir notre bac avec les pourcentages annualisés de rendement qui sont beaucoup plus importants que les actions. Les actions en lycée, on est plus 7, 8, voire 10% pour le S&P. Bitcoin, 100% annualisé, depuis le début, il a fait même plus que ça, si on prend en moyenne lycée. Et là où on va commencer la stratégie, donc on laisse courir un petit peu le bac quand même pour avoir un truc assez important. Mais là, déjà, on parle de 5 ans dans Bitcoin. Bon, on a fait quand même un fois 30 sur le bac. C'est quand même sur du Bitcoin, c'est en 5 ans, vu les chiffres actuels, c'est peut-être plus d'actualité. Donc peut-être qu'il faudra partir avec un chiffre de départ plus bas ou dans tous les cas, on pourra extraire moins d'argent. Voilà, il faut tenir en compte aussi. On commence à sortir, alors LTV, c'est loan to value, c'est-à-dire une valeur de prêt par rapport à notre bac. Et c'est ce que font aussi ceux qui ont beaucoup d'argent, c'est mettre en collatéral ces actifs pour aller obtenir des prêts, pour ne pas avoir besoin de les vendre. Et dans ce cas-là, c'est ce qui est proposé aussi. C'est-à-dire, on va prendre un prêt de 5% par rapport à notre bague qui s'est développée et qui maintenant vaut 3 millions. Et donc, on va extraire 150 000 dollars d'emprunts qui ne sont pas imposables parce que du coup, ce n'est pas un gain de capital, c'est un emprunt que tu as fait à la banque. Mais ce qui n'empêche que c'est de l'argent que tu peux utiliser pour faire ce que tu veux,
partir en vacances, payer ton électricité ou investir dans d'autres classes d'actifs si tu veux. Et après, là où ça devient intéressant, en ayant quand même l'hypothèse que l'actif va continuer de s'apprécier au fil du temps et d'avoir un gain positif au cours annualisé, mais chaque année, au final, comme ton bag augmente de prix, alors peut-être le gain va être un peu plus faible, mais au final, ton portefeuille va continuer de grossir. Et chaque année, tu vas pouvoir sortir un pourcentage peut-être un peu plus élevé de quelques points de dette. Mais comme ton portefeuille a augmenté aussi, la première année, tu as 150 000 euros que tu peux dépenser un peu comme tu veux. La deuxième année, si le portefeuille augmente, tu peux prendre pour 0,5 points d'emprunt en plus, 330 000 euros d'emprunt. Tu rembourses ton emprunt de l'année dernière, tes 150 000 euros que tu dois quand même, hein, c'est un emprunt, donc il faut les rembourser. Mais n'empêche, avec l'augmentation du BAG et pas forcément une grosse augmentation du pourcentage d'emprunt, tu vas pouvoir bénéficier de free cash flow. Donc, c'est la dernière colonne FCF, c'est le free cash flow. Donc, 180 000 dollars de gains parce que voilà, tu as emprunté de l'argent, tu as remboursé ton prêt et maintenant tu as ce cash flow en plus que tu peux utiliser. Et en fait, chaque année, comme ça, avec l'augmentation du BAG et en empruntant une quantité quasiment similaire à chaque fois, tu vas avoir des emprunts de plus en plus importants, certes, mais tu vas pouvoir à chaque fois rembourser le prêt de l'année précédente et continuer à avoir de l'argent, du cash flow disponible et pouvoir vivre dessus parce que voilà, 180 000, 200 000 dollars, je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui arriverait à se débrouiller avec ça tous les ans et sans jamais avoir besoin de toucher à ton BAG parce que ton BAG il continue d'augmenter, hein, les pourcentages ils s'accumulent. Bon, après 100 000 dollars de Bitcoin aujourd'hui, combien ça vaudra dans 10 ans, on ne sait pas. C'est juste un exemple qui a été fait il y a quelques années. Mais c'est une stratégie qu'utilisent aussi les acteurs traditionnels, ceux qui ont beaucoup d'argent, pour ne pas avoir besoin de vendre leurs actifs, comme ce qu'a présenté Thibault, le ratio de Sharpe des actions notamment. Si tu peux, et il y a des organismes qui permettent de le faire, d'emprunter contre tes actifs, au final, du moment que la classe d'actifs continue d'augmenter en valeur, ça te permet de prendre des prêts, vivre avec cet argent, rembourser les prêts l'année prochaine et continuer comme ça, avoir du free cash flow, aucun impôt à payer parce que c'est de la dette en plus, et continuer à être exposé à l'actif. C'est un peu la stratégie pour jamais avoir besoin de vendre ses bitcoins si réellement on a un actif qui continue de performer comme il l'a fait, et même en prenant en compte un petit peu la réduction des pourcentages de gains qui arriveront dans les années futures. C'était ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, concernant le ratio de Sharpe. Donc, c'est par rapport au risque, enfin, c'est les performances auxquelles vous pouvez être exposé et ce que vous pouvez espérer en termes de gains par rapport à la volatilité et en l'occurrence par rapport au risque que vous prenez en vous exposant à cette classe d'actifs en particulier. Quand vous êtes sur des ratios de Sharpe supérieurs à 1, en général, on est quand même sur quelque chose de très bien, d'accord? Là, sur le Bitcoin, alors entre 2014 et 2024, on est sur des ratios entre 2 et 4. C'est monstrueux, hein. Il y a pas une classe d'actifs aujourd'hui, regardez, il y a toutes les autres classes d'actifs qu'il y a en dessous, hein. Les US stocks et tout, le Bitcoin, c'est au-dessus de tout, mais depuis le départ, quoi. Et à mon avis, ça continuera parce qu'on est vraiment sur, en plus, l'émergence d'une nouvelle classe d'actifs. Quelle est la probabilité que dans votre vie, vous puissiez, connaître la naissance et l'émergence d'une toute nouvelle classe d'actifs? C'est quand même très faible. On peut avoir des innovations, comme, ce qu'on a en ce moment avec l'intelligence artificielle, la robotique, plein de choses comme ça. Mais derrière, une classe d'actifs telle que le bitcoin, qui en plus de ça redonne de la souveraineté aux gens, tu vois? Du libre arbitre, protéger son pouvoir d'achat, non seulement le protéger, mais en plus d'en accumuler avec le temps, vis-à-vis de toutes les autres classes d'actifs, et en plus de ça, qui derrière pourra vous permettre, quand les infrastructures seront présentes, plus développées qu'aujourd'hui, parce que tu vois, déposer ton bitcoin sur AV, en wrappé pour ensuite l'emprunter aujourd'hui, perso, je le ferai pas. Mais tu vois, il y a des opportunités, il y en aura d'autres qui arriveront par la suite, nous, avec Théo et Mickaël, c'est vraiment notre vision qu'on a, sur le marché dans les prochaines années par rapport au bitcoin. Parce que là, on vous a parlé du bitcoin. J'ai vu qu'il y avait des questions sur l'Ether et tout. Il faut savoir que l'Ether, depuis sa création, a battu à plat de couture les performances du bitcoin. Au moment où il y a eu l'ICO de l'Ether, un bitcoin, ça valait 200 balles. Vous pouviez échanger 2000 Ethers contre un bitcoin. C'était ça le ratio. Et le bitcoin valait 200 balles. Aujourd'hui, pas un bitcoin, ça vaut 16 Ethers, même pas. Je sais plus combien ça vaut. Faudrait recalculer. Et en fait, d'année en année, si vous exprimez votre bag, enfin ce que vous pouvez acheter en bitcoin par rapport à vos Ethers, c'est toujours de plus en plus important. C'est-à-dire que l'Ether bat le bitcoin, pour l'instant, en termes de performance, à plat de couture. Et après, vous pouvez aller regarder le BNB. Le BNB a battu l'Ether.
C'est pour ça qu'en fait, c'est des effets de levier sur effet de levier sur effet de levier. Et qu'en général, à force de faire des effets de levier, si on ne maîtrise pas les risques, on peut se prendre des déculottés qui sont extrêmes et au final le passer complètement à côté de l'image globale et de ce pourquoi la crypto a été faite. Mais c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette vidéo avec Théo, parce qu'on se rend compte que beaucoup de débutants, malheureusement, se perdent un peu dans le bruit ambiant, sont là pour faire des coups en direct en se disant, voilà, moi je vais investir sur telle crypto, ou comme là, hein, on se fait chier, ça fait 3-4 mois qu'on se fait chier sur le marché, il ne se passe pas grand-chose. Mais justement, en fait, ça doit aussi d'une certaine manière vous rassurer et de vous dire que si on a des corrections, des latéralisations dans des périodes comme ça, c'est plutôt intéressant et c'est plutôt important parce que ça permet aussi d'avoir un cycle qui risque de perdurer un peu plus longtemps, par la suite. Mais vous voyez, en fait, quand on se perd dans le bruit ambiant, on a tendance, en fait, comme beaucoup de gens qui ont investi très, très tôt, qui ont investi des fois en 2010, 2011, 2012, 2013, qui soit ont perdu leur clé privée, soit ont tout vendu, soit, se retrouvent, en fait, dans le dé quelques années après, avec un pouvoir d'achat qui est plus faible, parce qu'ils ont essayé de timer le marché, de choper des shitcoins un peu de partout et qui ils se rendent compte peut-être 8 ans ou 10 ans après qu'ils en seraient beaucoup plus loin s'ils avaient juste fait du buy and hold sur du Bitcoin, et s'ils avaient rien fait à côté. C'est ça la réalité, tu vois? Je sais pas si tu voulais rebondir un peu là-dessus, Théo? Oh ben oui, 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 avec grand plaisir. Et c'est un peu ce qu'on présentait aussi pour ceux qui l'ont vu sur le live, sur quand vendre et comment timer un petit peu tout ça. Mais au final, les prix d'entrée moyens, d'avoir un bon DCA dans les périodes de baisse, plus ça avance, au final, tu te rends compte que les prix planchers du DCA, en 2019, on était quoi, allez, au bottom, tu pouvais avoir, faire ton petit DCA entre, allez, 5 000, 6 000, 7 000, tu avais plusieurs mois pour rentrer à 5, 6, 7 000 dollars sur Bitcoin. On a eu le cycle haussier, on a eu le bear market pendant 2022, mais même durant les pires mois du bear market après FTX, donc là, tout était rouge, c'était déprimant comme tout. Ben, tu avais un prix plancher, tu pouvais accumuler au bottom, aller à 15 800, 16 000 dollars. Donc, c'était Ouais. déjà presque à un fois 2,5 par rapport au prix plancher du dernière accumulation. Donc, si on continue sur ça, plus ça avance, au final, plus les prix planchers pour accumuler vont être hauts quand même par rapport à ce qu'on a connu. Et du coup, ben, ce qui fait aussi que si plus tu rentres et plus tu holds sur le long terme, si ça continue dans cette dynamique, parce que bien sûr, tu auras toujours des personnes qui vont dire oui, mais si ça se fait hacker, oui, mais si jamais le risque technologique, on est d'accord, mais si c'est pas forcément le plus probable et le plus, vu la décentralisation, vu tout ça, c'est pas forcément le scénario qui est privilégié. Regardez aussi, boucler avec ce qu'on a vu au début sur les institutionnels, les whales qui n'arrêtent pas d'accumuler. Voilà, c'est quand même, on part sur un scénario qui est quand même plutôt comme ça. Donc au final, tu te rends compte que d'être là sur le long terme, et c'est ce qu'on promouvoit un petit peu sur nos chaînes respectives, les fondamentaux, être là sur le long terme et continuer d'accumuler. Alors après, tu peux vendre un petit peu pour profiter et aller sur des alts pour faire de la performance, mais dans tous les cas, il y a une partie aussi de la stratégie qui consiste alors peut-être sortir du marché, faire de la plus-value, enfin, extraire ta plus-value du marché, passer en stablecoin, mais réinvestir dans du BTC, ça peut être un game aussi, c'est-à-dire que tu n'es pas forcément obligé de dire j'investis sur du même coin, faire le x100, je sors en fiat et je me barre de la crypto. Mais tu peux dire, je vais aller me diversifier, parce que comme tu l'as dit, Bitcoin, c'est le premier à pumper, mais après, tu as l'Ether qui pump et souvent, il surperforme. Et plus tu descends dans les alts, plus ça surperforme. Après, sur le long terme, on ne sait pas ce que ça peut donner, mais dans l'idée, sur un cycle, tu as les altcoins qui vont surperformer le Bitcoin. Mais justement, tu peux ramener une partie de cette surperformance sur Bitcoin pour en accumuler de plus en plus. Et c'est ce que font les Bitcoin Maxi, ils n'investissent pas sur autre chose. Mais il y a pas mal de personnes, au final, leur but sur le bull run, c'est pas de sortir en fiat, c'est pas d'avoir des stablecoins, c'est pas de faire tout ce que vous voulez, c'est juste de profiter du cycle pour accumuler encore plus de Bitcoin pour le cycle d'après. Donc il faut le savoir aussi parce que si tu as vraiment confiance dans l'écosystème et dans la crypto et dans Bitcoin concrètement, parce que c'est pour l'instant c'est celui qui a le track record le plus grand, on parle de 15 ans même si c'est pas énorme, on peut se douter que ça pourrait continuer comme ça. Mais quand tu regardes les performances aussi, tu te dis putain, ça vaut peut-être le coup de s'intéresser à la crypto. Et c'est un peu pour ça qu'on est là au final. C'est quand tu as compris ça, et ce qu'on explique, au final, les fondamentaux, ils sont là. Et tout ce qu'on discute sur les altcoins, la DeFi, et tout ce qu'on fait dans la crypto, tu te dis, mais qu'en fait, quand tu es là sur le long terme, quand tu regardes les chiffres, les performances, mais pourquoi on ne le ferait pas en fait? Pourquoi on ne le ferait pas quand tu regardes toutes les autres classes d'actifs? Et même en allant plus loin, si jamais ça vous fait peur d'avoir beaucoup d'argent sur la crypto, c'est une stratégie. Le fait de ne jamais vendre ses actifs, d'emprunter et de collatériser, emprunter, rembourser, qui marche avec toutes les autres classes d'actifs. Au final, tous les multimillionnaires qui gèrent vraiment bien leur argent, c'est ça qu'ils font en partie. Hein. Les mecs, ils ne vendent pas leurs actions chaque année pour payer leurs trucs. Vous savez bien qu'il y a d'autres stratégies.
Donc, même si vous décidez de sortir la plus-value, passez sur d'autres classes d'actifs et c'est une stratégie qui est valable aussi. Par contre, tu n'auras pas des 50, des 60, des 100% de gains chaque année. Ça sera peut-être du 7, du 10%. Mais si tu as un bag suffisant, un portefeuille d'actions, d'ETF, d'actifs, d'immobilier qui est conséquent aussi, tu n'as pas forcément besoin d'avoir des 100% de gains annualisés. Peut-être qu'avec du 10%, si tu commences avec 2 millions, ça va bien aussi, tu vois, d'emprunter. Bon, Ouais. après, il faut voir un peu les dépenses mensuelles de chacun, mais c'est pas une stratégie. Je veux dire, c'est pas que sur le Bitcoin, sur cette classe d'actifs. C'est n'importe quelle classe d'actifs, n'importe quelle chose qui a de la valeur sur long terme que tu vas pouvoir mettre en collatéral. Après, il faut un organisme, une plateforme, un compte de smart contract, un bonhomme en face qui soit prêt à vous prêter de l'argent contre ce que vous avez. Mais c'est une stratégie qui est valable pour tous les actifs, quoi.